Bonjour à tous et toutes, je suis heureux de vous retrouver maintenant comme tous les week-ends à 10 heures pour faire le point sur l'actualité des marchés, prendre notre temps. Voilà, c'est pas un good morning trading stressé où les marchés vont ouvrir, donc je vais prendre le temps, analyser d'autres actifs, des actions, du pétrole, des bitcoins, pour vraiment essayer à la fois de vous montrer une vue exhaustive des marchés, des perspectives, et puis quelques tips de trading, bien entendu, au cours de la discussion. Et puis à 11 heures et non à midi, je vais plutôt le faire à 11 heures, on aura un nouveau webinaire, là cette fois-ci sur une partie beaucoup plus économique où on va s'interroger sur les conséquences de l'augmentation du SMIC dans un contexte électoral où tout le monde veut augmenter le salaire minimum. On va voir quelles sont ces conséquences. Personne n'en parle jamais. Voilà. Donc nous, on va passer à notre analyse technique. Alors, pour la semaine, j'ai marqué Greenland. Ça a vraiment été le cas. On a été soulagé par énormément de choses cette semaine. On avait différents points un petit peu de tension. On avait notamment l'affaire Evergrande sur l'immobilier chinois. Alors c'est absolument pas réglé. On en parle très peu. Les autorités chinoises se font discrètes. Evergrande se fait discret. Donc on a cette épée de Damoclès qui peut nous rester dessus. Mais les marchés n'en ont pas pris du tout en compte. Voilà, je pense qu'on est sur la logique de Lehman Brothers. On a fait une fois la stupidité de ne pas soutenir, de ne pas tenir cette société. C'était à l'époque pour donner l'exemple. Le monde entier en a pâti pendant quelques années. Ça a fait des millions de chômeurs à l'échelle mondiale, etc. Donc, bon, c'est pour ça que les investisseurs sont plutôt confiants en se disant qu'on apprend de nos erreurs et que le gouvernement chinois, qui en plus, voilà, est pas forcément autoritaire, mais disons est très énergique pour agir rapidement en cas de problème, quitte à nationaliser rapidement, quitte à mettre tous les directeurs d'Evergrande en camp de rééducation, etc. Mais bon, ils trouveront de toute façon une solution pour limiter l'impact de ce cas. C'est pour ça que je ne vais pas vous en parler beaucoup, parce que de toute façon, on n'a pas d'informations. La seule chose, je dis souvent, c'est faites attention au week-end. C'est toujours délicat d'avoir une position le week-end, parce que quand on a des annonces exceptionnellement bonne ou exceptionnellement mauvaise, ça arrive toujours un week-end. On l'a vu, faillite de Lehman, c'était un week-end qu'on nous l'a annoncé, et puis coordination de l'ensemble des banques centrales du monde pour baisser les taux de manière forte, pour relancer après justement la croissance après l'affaire Lehman. Ça a été aussi un dimanche que l'on a appris ça, et lundi la bourse a ouvert totalement euphorique. Donc voilà, c'est les dimanches où se décide, où on nous balance les grandes décisions. En ce qui nous concerne, pour nous, plus concrètement, sur tous les marchés actions et indices, ça a été vraiment une semaine, il fallait acheter et fermer les yeux, et ça montait de manière non-stop. Pourquoi ? On a d'excellents résultats d'entreprises américaines, et on va commencer à voir cela en détail. D'ici là, je compte sur vous, n'hésitez pas à vous abonner, puis à mettre des petits pouces, hein. Vous êtes plus d'une centaine en direct, donc pour avoir une centaine de pouces, ce serait plutôt pas mal pour m'encourager à faire ça le week-end, le samedi matin. C'est pas toujours facile de le faire, notamment au niveau personnel, on va dire. Ah, ceci est un petit message. Donc j'attaque. Là, on va regarder une valeur, alors je m'y perds dans tous mes trucs, on va regarder une valeur qui est pour moi symbolique de ce qui s'est passé cette semaine, c'est nos amis de Goldman Sachs. Donc valeur américaine, grosse banque américaine, vous en doutez, toutes les banques américaines ont donné leurs résultats à la fin de cette semaine. On a eu les résultats jeudi, vendredi, ils sont, ne nous le cachons pas, supérieurs aux attentes, et ils sont vraiment très bons. Donc tous les résultats des grandes institutions financières américaines, on les a eu cette semaine, et ils ont donné
un très bon départ pour la saison des résultats aux États-Unis. Et c'est ça qui va porter le marché. Ce sont ces résultats, si j'ose dire, entre guillemets, extrêmement concrets. On n'est pas sur la donnée macro, à savoir qu'on a plus 1,72 ou 1,92 de croissance sur le secteur des services du mois dernier, etc. Là, on est dans le concret. Qu'est-ce qu'ils ont gagné en cash et qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils vont gagner encore pour les prochains trimestres? Et ils sont positifs. Et on le voit, donc là vous avez l'action Goldman Sachs, et vous voyez, annonce des résultats de Goldman, il n'y a rien à dire, ça s'est mis à exploser plein nord, et ce qui est super intéressant, c'est qu'on a breaké la zone de la semaine dernière, et on a aussi breaké la zone du mois dernier, donc on avait un petit peu deux vagues difficiles à passer, et on les a complètement explosées pour aller se stabiliser aux alentours de 405-406 $ sur la résistance 1 mensuelle. Ça veut dire grosso modo, on le voit ici très bien sur les 2 derniers mois, on réattaque les plus hauts. C'est-à-dire qu'on a eu une phase de baisse aux États-Unis sur les financières, et là ça repart. Je peux vous montrer Morgan Stanley, etc. Ça sert en fait à rien, c'est exactement le même type de graphique. C'est parti, très fort, très haut. Et si les financières vont bien, généralement le reste des secteurs vont plutôt bien. On pourrait avoir une deuxième phase d'accélération comme ça sur la saison des résultats, c'est quand on a notre bloc Google, Microsoft, Apple, qu'on a toutes Facebook, qu'on a toutes les GAFA qui balancent à 72 heures de temps leurs statistiques. Là, généralement, on peut en voir s'ils sont bons. A priori, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas bons. Et même au-dessus des attentes, on pourra avoir une deuxième phase d'accélération. Donc le trading sur les saisons des résultats, c'est un trading qui est très particulier. C'est pour moi les moments les plus importants de l'année. Donc comme c'est trimestriel, vous avez 4 fois ces moments-là, et le reste entre, c'est-à-dire quand même ce qui représente à peu près 80-85% du temps en bourse, c'est finalement dans l'attente d'avoir ces résultats concrets. Toutes les statistiques qui nous tombent, le chômage, etc., c'est un petit peu pour nous guider, pour qu'on ait un petit peu un ordre d'idée, mais la sanction, le jugement définitif, c'est dans les comptes des entreprises. Et là, ils sont très bons. Certaines entreprises n'ont jamais gagné autant d'argent, et surtout avec une rentabilité qui est intéressante, parce que quand on regarde en détail, leur profitabilité, leur rendement ont bien progressé, et les salaires sont restés sages. Parce que vous avez un ennemi de la rentabilité des entreprises, c'est l'augmentation des salaires qui forcément peut éventuellement manger sur les marges des entreprises. Alors je dis peu éventuellement, ce n'est pas toujours le cas. Parce que si vous avez une productivité de l'entreprise de plus 10% et que vous augmentez les salaires de 5%, c'est encore bon pour votre entreprise. Votre rentabilité, entre guillemets, augmente encore de 5%. Si vous avez une productivité qui augmente de 3% et que vous augmentez les salaires de 6%, globalement, là, on voit qu'il y a un truc qui ne va pas. Vous gagnez 3, vous donnez 6, donc vous êtes beaucoup moins dynamique et vous perdez de l'argent par rapport au trimestre ou à l'année d'avant. Donc c'est toujours comme cela. On ne peut jamais parler d'augmentation des salaires sans mettre en face l'augmentation de la productivité, l'augmentation des rendements, etc. Mais ça, on le verra justement avec le webinaire sur le SMIC. Mais là, pour nous, ce qui est important concrètement, c'est que les valeurs bancaires américaines, tout va bien. On le voit bien. Alors, on commence à être légèrement en surchauffe sur un RSI en 1 heure, mais vraiment rien de méchant, parce qu'on a notre MACD qui ne se resserre pas, donc on peut encore continuer à avoir un beau potentiel. Là par exemple, très concrètement sur Goldman, l'enjeu ce sera de résister, que la résistance 1 devienne le support. Donc on peut faire de l'analyse fondamentale, on peut faire de l'analyse technique, mais ce qui surpasse tout pour moi, c'est l'analyse psychologique des marchés. Quand les marchés vont bien, ça sert à rien de faire de l'analyse fondamentale. N'importe quel daube monte. Tout monte.
Voilà. Et quand les marchés psychologiquement vont mal, on peut avoir une succession de bonnes nouvelles, ça va baisser, ça va baisser, ça va baisser. Essayez de voir les marchés financiers comme vous-même. Voilà, vous êtes certainement, comme tout le monde, plus ou moins cyclotimique. Vous avez des phases où ça va bien, et quand ça va bien, vous êtes prêt à encaisser n'importe quelle mauvaise nouvelle. Chérie, j'ai embouti la voiture, c'est pas grave mon amour, je t'aime tellement, il n'y a pas de souci. Et vous passez à autre chose, puis vous êtes dans une phase optimiste. Et c'est exactement la même chose pour les marchés. Quand tout va bien, s'il y a une petite nouvelle négative, vous la balayez d'un coin comme ça et vous continuez à acheter. Par contre, si vous êtes en phase pessimiste, que ça va pas, que vous en avez marre, que vous êtes fatigué, que vous êtes épuisé, que vous avez votre femme qui vient et qui dit chérie, je viens d'emboutir la voiture, et là vous allez exploser, vous allez craquer, vous allez dire mais c'est pas vrai, oh là là, tu conduis comme ta mère, blablabla, comment on va faire, blablabla. Voilà, pour exactement la même nouvelle. Donc essayez, et pour moi c'est sûrement le plus important en bourse, vraiment le plus important en bourse, que vous compreniez, que vous ressentiez le climat global des marchés. Et là, on est depuis la journée de jeudi, je l'ai écrit plusieurs fois sur le forum, on est en mode, entre guillemets, euphorique. Donc là, on peut avoir n'importe quelle mauvaise nouvelle, bon, sauf si Evergrande s'écroule ou qu'il y a une bombe atomique, je ne sais pas trop, qui explose. Mais là, jusqu'à là, tout va bien, tout va bien. Ils encaissent les mauvaises nouvelles, on n'en a rien à faire, on achète. D'accord ? Donc on est vraiment sur ce climat-là, et c'est pour ça que l'analyse technique n'est plus aussi performante. L'analyse technique est très performante. J'allais dire, on range quelque part. Quand on ne sait pas trop où on baisse un peu, on touche un support important, on a un rebond absolument immédiat. Ça, c'est les zones les plus faciles à trader quand on est un peu dans des zones d'incertitude. L'analyse technique est extrêmement performante à ce niveau-là. Là, la seule chose que je peux vous dire pour l'analyse technique, c'est quand les marchés sont euphoriques, les résistances, vous ne les regardez même plus. Les résistances, ça va être des endroits où ils vont hésiter 3 secondes et ils continuent de monter. Là, le seul truc, c'est suivre le mouvement de foule et ne pas considérer qu'une résistance peut être un endroit où vous devez encaisser ce que l'on fait classiquement, encaisser vos gains. Il faut peut-être attendre un peu et la résistance, généralement, elle explose. Et après, vous mettez votre stop garanti sous la résistance qui est explosée par précaution. D'autant plus qu'on est dans une phase euphorique. Si jamais on a une petite phase de baisse, généralement ça ne va pas passer sous l'ancienne résistance qui est devenue un support. On va éventuellement juste le toucher et repartir à toute vitesse. Je vous en ai montré plusieurs cas, notamment hier sur le Nasdaq et le DAX 30. Jeudi, je vous l'ai montré sur le Nasdaq et mercredi, je crois, sur le DAX. C'est vraiment typique des marchés haussiers. Voilà, c'est jeudi sur le DAX et vendredi sur le Nasdaq. Typique des marchés haussiers. Petite phase de baisse, une résistance qu'on a explosée, on la touche tout juste et on repart à tout va. Donc, quand vous voyez ça techniquement, j'allais dire laissez tomber l'analyse technique, laissez tomber l'analyse fondamentale. Voilà, achetez. Voilà, on ne se pose pas de questions. Ou vendre si c'est dans l'autre cas. Donc vraiment, pour moi, il y a la psychologie globale des marchés et puis ensuite, il y a les sous-divisions qui nous permettent d'affiner. Analyse technique, analyse fondamentale. Analyse technique extrêmement utile quand le marché est indécis. Vraiment, c'est le top. Analyse fondamentale, je crains que ça a de moins en moins de poids de nos jours avec une société qui va de plus en plus vite, la communication qui va de plus en plus vite. Le fondamental, c'était le roi des années 70, 80, jusqu'aux années peut-être les 90 en étant large. Mais maintenant, là, vous avez votre action qui va perdre 4% et qui va en prendre plus 4, ça va être sur un tweet ou quelque chose comme ça. Le fondamental est important. Oui, il vaut mieux investir dans une entreprise qui gagne de l'argent plutôt qu'une entreprise qui en perd, mais il est totalement écrasé maintenant par l'impact psychologique et la rapidité des marchés. Voilà, en tout cas, c'est mon opinion que je vous partage et donc je suis prêt à recevoir toute menace de mort suite à toute opinion diffusée sur le net maintenant. Ça en devient caricatural. Donc voilà pour Goldman. Je voudrais vous montrer
puisqu'il y a 15 jours, on avait fait le point dessus, je vous avais parlé du WTI en disant qu'il risquait de passer au-dessus de 80 $. C'est ce qui s'est passé de manière extrêmement précise. Donc quand je vous avais fait l'analyse, c'était il y a 15 jours, donc là c'était début octobre. Donc voilà, on était sur les 75-76 $ à peu près sur le plus haut du mois précédent, et je vous avais dit que bon, ça risquait vraiment de monter, d'aller chercher les 80 et un peu plus, et c'est exactement ce que l'on a fait là en ligne droite. Alors vous remarquez, sur Goldman, je me mets en 1 heure pour faire mes analyses. Parce que, bon, il y a un côté action intéressante pour le day trading. Pour le WTI, mon unité de temps la plus basse, et je ne les sens pas en dessous, c'est la journée. Pourquoi? Parce que là, je suis dans une optique pour le WTI pour faire du swing. Et du swing trading, je ne vais pas mettre des bougies en 1 heure pour pouvoir les analyser. Je ne vais pas mettre des bougies en 4 heures non plus. La bougie, entre guillemets, minimale, la plus petite pour moi pour faire du swing, c'est la journalière. Et ensuite, journalière, hebdomadaire. Et ensuite hebdomadaire, mais là vraiment c'est si vous pensez garder votre position sur plusieurs années. Au moins sur une année, je la mets en hebdomadaire. Donc c'est pour ça que je reste sur du 1 heure, et pour vous montrer qu'on peut avoir sur la journée, pour vous montrer que pour certaines choses on peut rentrer au niveau de la microstructure, et pour d'autres il vaut mieux prendre du recul, notamment si on a un horizon de temps, ce qui est mon cas, plutôt en swing trading, et garder ça plusieurs semaines, voire plusieurs mois, hein, si on monte à 100 $, 120 $, je garde, hein, c'est pas un souci. Donc voilà, on est passé au-dessus des 80 $, c'est plutôt bien. Alors bien pour les pays producteurs, hein, pas bien si vous allez mettre de l'essence dans votre voiture, bien entendu. Ce qui m'intéresse, vous voyez ici, c'est le MACD. Alors le MACD, c'est un indicateur qui est en retard. Évidemment, on ne va pas acheter quelque chose sur un croisement, par exemple ici de MACD. On est plutôt, voilà, il y a un effet retard, mais il est très intéressant pour du swing, pour voir la continuité de la dynamique et voir si on remonte son stop de manière assez sereine. Et là, hop, je zoome. Là, ce que l'on voit, c'est qu'on a vraiment une continuité sur notre MACD. À partir du moment où on a basculé sur les 66-70 $, on a une continuité. Ici, on a eu un petit resserrement. On le voit ici, c'est ce tassement, mais on est sur des bougies journalières, hein. Donc, on a eu un petit tassement, on aurait peut-être pu se poser la question pour sortir, mais là, on voit qu'il n'y a pas de raison technique, en tout cas, de sortir sur son MACD du tout. La seule chose qui peut être un tout petit peu inquiétante, c'est le RSI qui est en surchauffe. Alors on voit que quand on a parfois le RSI qui est en surchauffe sur le WTI, on a une correction qui est assez violente. Pour le moment, le RSI est en surchauffe, mais on n'a pas de retournement au niveau du MACD. Alors voilà, ici on avait un RSI en surchauffe qui commence à se trouver à ce moment-là, et puis on a eu le MACD qui nous l'a confirmé. Donc là, quand vous aviez le RSI plus MACD qui est déjà légèrement en retard, le RSI il est en avance quelque part, le MACD il est en recul, il est en retard. C'est intéressant d'avoir les deux, c'est un bon combo. Le RSI peut vous permettre de rentrer en position, et ensuite, il faut l'oublier, et on passe sur le MACD qui nous permet de conserver la position. Le MACD, c'est pas un indicateur qui vous décisionnaire pour rentrer en position, mais pour moi, c'est un indicateur qui permet de déterminer si on reste en position. Et là, pour le moment, dans ma façon de trader, avec un MACD pareil, j'ai pas de retournement, donc on peut garder sa position. En temps classique, hein, parce que j'utilise maintenant le MACD pour... bon, je cherche en permanence, et il y a
il y a quelques mois, je disais comme tout le monde, bah, le MCD, il est en retard et tout ça. Et puis, un matin, je me suis réveillé, parce que ça continue, quand on est passionné, ça continue à travailler la nuit. Et je me suis dit, mais justement, pourquoi pas utiliser à mon avantage le fait qu'il soit en retard. Et la conséquence, ce que je suis en train de vous expliquer, il est très bon, pas pour rentrer en position, mais pour conserver sa position. Du fait justement de son retard, on voit mieux la tendance globale. Donc pour le moment, au-dessus des $80, il n'y a pas de souci. On monte juste le stop, là on a 80, 73, on le remonte à 79,50, 79,48 ou 79,88. Et puis, j'allais vous dire, on ferme les yeux et on regarde ça une fois par semaine. Il n'y a pas besoin de se stresser. C'est l'avantage des positions swing sécurisées comme cela. Comme c'est des bougies journalières, je vous conseille de ne pas regarder forcément toutes les heures ce qui se passe dessus. Une fois par jour, ça me paraît raisonnable. Avec une optique, on fait, en tout cas pour moi, c'est l'optique que je garde en tout cas la semaine, et je fais le bilan le vendredi, à savoir si j'encaisse ou si gain ou perte, ou si je laisse filer. Donc là, je laisse filer sans aucun souci. On va, je vous avais parlé d'Air France et d'Accor pour le secteur des voyages. Alors, Air France a pas mal stagné. Et ici, on a eu une accélération à partir de vendredi pour Air France. Alors, pourquoi on a eu cette accélération ? C'est un secteur qui est quand même très très soumis au Covid, et on a pas mal d'actions, notamment des compagnies aériennes et les compagnies aériennes américaines plus particulièrement, qui ont augmenté la journée de vendredi. Pourquoi ? Parce que la Maison Blanche elle a dit qu'elle allait assouplir la levée des restrictions de voyage pour les ressortissants étrangers entièrement vaccinés à compter du 8 novembre. Ça veut dire que à compter du 8 novembre, si vous êtes entièrement vacciné, que vous avez votre passe vaccinal, vous pouvez aller aux États-Unis sans aucun problème. Ça veut dire que ça va remplir très rapidement tous les avions, ils vont être pleins, et donc on a cette belle montée. Je voulais plus vous montrer Air France déjà, si je vous l'ai parlé il y a 15 jours, mais surtout, c'est qu'Air France, on a le plus profité. Alors vous allez me dire, ils ont quand même pris à peu près 5%. Là, sur les 4 euros, qui était vraiment le niveau bas, ils sont à 4,21, donc 4,21, pardon. 4,213, et donc ils ont pris très précisément 4,64% par rapport à la clôture. Ce qui est intéressant de bien voir, c'est pourquoi Air France en a plus profité. Pour nous, Air France, c'est avant tout, j'allais dire, Air Inter, mais ça n'existe plus. C'est plus, on le voit partout quand on fait, en tout cas dans mon cas, Toulouse-Paris, Paris-Toulouse, Paris-Madrid, etc. Voilà, c'est là Air France. Mais là où ils gagnent le plus d'argent, c'est sur les longs courriers. Donc un Paris-New York va rapporter beaucoup plus d'argent à Air France. C'est beaucoup plus rentable que faire des petits Paris-Toulouse, même s'ils en font 6, 10, 12 par jour, ça rapporte strictement rien, entre guillemets. Ça permet de maintenir en état les avions et de gagner difficilement, et ça paye les salaires, quoi, des stewards, mais il y a vraiment, même si c'est plein, il y a une telle concurrence, les prix sont tellement bas que bon, ils gagnent pas grand chose. Par contre, pour tout ce qui est les grands vols, donc si vous faites Paris-New York ou Paris-Tokyo, là oui, ils gagnent beaucoup d'argent, d'autant plus parce qu'il y a aussi des classes business, des classes premières qu'il n'y a pas dans les lignes intérieures. Ça m'a fait marrer quand il y avait un gars sur Twitter, enfin bon, c'est un peu le niveau de Twitter. J'avais pris une photo où j'étais en avion pour faire Toulouse-Paris, et il me dit: oh là là, t'es trader, tu voles même pas en première classe. Oui. Ça n'existe pas les premières classes sur les vols intérieurs.
Voilà, donc quelqu'un qui n'a jamais pris l'avion. Et puis pour 1h15 d'avion, je suis pas payé 6 fois plus cher non plus le billet. Mais voilà, la rentabilité, c'est sur les grands trajets, et ça, c'est des bonnes nouvelles. Et c'est pour ça que c'est les compagnies aériennes, entre guillemets, étrangères aux États-Unis qui en ont le plus profité, parce qu'ils vont pouvoir ramener du monde à New York, ramener du monde à Los Angeles, ramener du monde à Miami, et voilà, c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que des décisions politiques aux États-Unis ont des conséquences très fortes sur une action comme Air France, parce que sa rentabilité va pouvoir remonter et compenser des pertes qu'ils peuvent même avoir sur des lignes intérieures. Le groupe Accor. Alors le groupe Accor, je vous rappelle, c'est au niveau européen, c'est numéro 1 mondial, c'est numéro entre 4 et 6 mondial, ça dépend comment on calcule. C'est les hôtels, c'est le tourisme, c'est fortement lié, et on voit que eux, ils sont sur le point de breaker. Ils ont aussi profité, entre guillemets, de cette petite nouvelle, parce qu'ils rempliront plus leurs hôtels à New York si vous avez des Français, des Anglais et des Allemands qui peuvent venir plus facilement à New York. Mais ils sont vraiment sur une très belle dynamique. On le voit vraiment sur 15 jours. Et comme les actions, je vous invite à regarder, sur certaines actions en tout cas, à bien étudier ça, l'intérêt des points pivots mensuels. Et on le voit là que sur le groupe Accor, ça fonctionne très bien, les points pivots mensuels. Et vous voyez, ici, on a l'exemple type de ce que je vous disais. À ce niveau-là, on a à peu près un signal d'achat. Bon, il n'est pas parfait, il est loin d'être parfait, mais admettons qu'il soit parfait. Alors il serait parfait si vous aviez votre RSI réglé en 70-30. Moi je le règle en 75-25. Je vous invite à lire mon livre qui explique largement pourquoi. Là ici on aurait un signal assez intéressant pour se dire peut-être la fin de la baisse, on pourrait monter. Techniquement sur les bougies Nakinashi, non, on est en rouge, ça va pas du tout. Petite chose qui peut être intéressante sur le MACD, vous voyez ici les bougies, cette bougie-là, ça commence à repartir un petit peu. Mais c'est un indice retard. Donc on va attendre, et on va rentrer par exemple sur cette bougie-là. C'est entre guillemets la plus propre, celle-ci était valable. Vous avez une ouate d'eau, vous avez une accélération en Elkinashi, et vous avez eu votre rebond, je vous dis le RSI anticipe un peu, donc vous avez eu votre rebond qui vous disait le RSI c'est plutôt bon. Poum. Donc normalement, moi personnellement je serais rentré sur cette bougie là si je suis un petit peu plus agressif, mais si vous avez besoin d'être rassuré, on rentre sur cette bougie là et on a plusieurs vraiment facteurs techniques extrêmement favorables. Et regardez notre MACD. Notre MACD, il continue à monter, croisement ici, et jusque là il progresse. Ça veut dire que si vous suiviez le MACD, il ne nous a pas servi à rentrer sur l'action Accor, il nous a servi à conserver l'action Accor, ce qui est totalement différent. Il pouvait nous amener ici, si on était vraiment extrêmement prudent, donc une sortie vers 31 € avec une entrée. Alors si on suit le RSI et le MACD, et surtout le changement de polarité, avec une entrée vers 30 €. Donc, il y avait l'histoire de se faire 3% en bougie 1 heure, sur le MACD, donc de se faire en 24 heures, un peu moins de 24 heures, 3% sur l'action Accor, avec cette conjonction de... c'est du judo en fait, vous prenez les faiblesses de votre adversaire, et vous en faites vos propres forces. Donc le RSI est un petit peu trop rapide, ok j'intègre ça. Le MACD est un petit peu trop lent, ok j'intègre ça. Et ça vous fait de très belles entrées en position. Et surtout le MACD permet de continuer à garder sa position. En tout cas c'est comme ça que moi j'ai pu tenir mes positions beaucoup plus longtemps qu'habituellement. On va attaquer rapidement les indices, je regarde l'heure, oui. Les indices, l'ensemble des indices, on finira par le Bitcoin, c'est l'euro USD. Donc c'est parti. Le CAC 40, que vous dire, tout va super bien. Et là, vous voyez sur le CAC 40 en 1 heure, on a des signes.
comme quoi on est réellement en surachat, mais ça continue de monter. C'est pour ça que je vous dis, alors normalement on a la résistance mensuelle, on a croisement de MACD qui est normalement en retard, on a tout petit rouge, mais on voit vraiment qu'on a, et là c'est très net, on est encore super haut sur le CAC 40, on a en fait là un ralentissement de l'accélération. Et ça se voit très bien au niveau ici du MACD, et on voit aussi au niveau de la taille des bougies. Mais à partir de mercredi, il nous a fait un all-in en ligne droite, le CAC 40. C'est assez impressionnant. Et il n'a pas rejoint le plus haut du mois précédent, mais il n'en est pas loin. 6750, 6764, voilà, il faut une petite pitchénette, sauf nouvelle catastrophique ce week-end, mais là on a vraiment un courant acheteur, on a vraiment une appétence à l'achat sur le CAC 40. Comme je disais il y a 2 jours, il y a une euphorie, et ça vous voyez ce type d'euphorie, c'est quand vous avez des bougies en 1 heure, en Elkinashi. Ici, c'est l'ouverture de la journée de jeudi, et on a des bougies parfaites, jusqu'à la clôture. On a des cuplas. Voilà, ça, c'est un marché qui est écrasant. Et ce qui est intéressant pour vendredi, c'est qu'on a eu quand même beaucoup plus d'hésitation. On a été aidé, si j'ose dire, en fin de séance européenne, avec les bonnes statistiques américaines de 14h30, et avec Goldman et compagnie qui nous ont sorti de très bons résultats. Donc ça a permis de monter un peu, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que l'euphorie n'est pas exubérante, hein. On monte pas en ligne droite et tout, de manière continue, absolue et tout. Là on a eu une matinée, on a quasiment eu la journée complète d'hésitation sur le CAC 40, et on voit l'effet américain, bonne statistique aux États-Unis, bon résultat trimestriel américain, boum, ça monte. Alors vous allez me dire, mais si les entreprises américaines ont des bons résultats, ça ne veut pas dire que les entreprises françaises vont avoir de bons résultats. C'est vrai. Mais c'est les États-Unis d'Amérique. Il ne faut jamais oublier ça. Et ça veut tout dire. Non, je vais un peu plus développer. La bonne santé de l'économie américaine est porteuse pour l'ensemble du monde. C'est ce qui va faire bonne santé de l'économie américaine. Les entreprises américaines gagnent beaucoup d'argent. Les Américains ont du boulot, ils gagnent bien leur vie. Les Américains gagnent très bien leur vie. Je vous donne juste un exemple qui va vous être tout de suite très parlant. Entre un professeur français qui a 10 ans de carrière, comme moi j'ai pu avoir, noté au maximum, les échelons maximum, donc vraiment la carrière entre guillemets idéale, et un professeur américain au même niveau, le salaire est de 1 à 3. C'est-à-dire que vous pouviez faire, en faisant des heures sup au bout de 10 ans, bon, les salaires ont un peu augmenté pour les profs, j'étais entre 1008 et 2000 euros par mois, entre 5 et 6000 euros, entre 5 et 6000 dollars aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très courant, très courant, c'est le salaire du prof de base. Pareil pour les infirmières. Donc le salaire moyen aux États-Unis, au niveau de, on va dire, le même type de métier, c'est entre 2 et 3 fois. Donc ils ont un très gros pouvoir d'achat. C'est pour ça qu'on voit toujours les Américains dans les films, ils ont des belles maisons, des choses comme ça. C'est pas non plus très caricatural, parce que imaginez que vous gagnez 3 fois plus et que l'immobilier est, selon les zones, jusqu'à 2 fois moins cher. Vous allez vivre dans un petit peu plus grand, vous allez rembourser beaucoup plus rapidement. Vous n'allez pas prendre un emprunt sur 30 ans, vous allez prendre un emprunt sur 10 ou 12 ans, ce qui veut dire qu'à 30 ans, si vous avez commencé tôt, on va dire à 35 ans, ça y est, vous avez fini de payer votre baraque, et vous avez 6000 dollars qui rentrent tous les mois. Votre femme en gagne 6000 ou plus que vous, donc voilà, vous vous retrouvez un couple, on va dire, médian américain, avec les deux qui travaillent, ils sont entre 10 000 et 12 000, entre 10 000 dollars, 11 000, 12 000 dollars, à peu près. Un couple français médian qui gagne bien sa vie, ils en sont
plus proche de 3 500 à 4 000 euros. Donc c'est pas du tout la même chose, en sachant que leur immobilier est beaucoup plus cher. Ils s'endettent pendant beaucoup plus longtemps, 15 ans de plus à peu près en moyenne. Donc pourquoi c'est important que l'économie américaine, et ça a des conséquences chez nous, sur les entreprises françaises, c'est que si ça va bien chez eux, ils consomment. Ils consomment, ils peuvent acheter beaucoup plus de choses que nous. Ils n'hésitent pas. Les Américains achètent à crédit sur leur carte de crédit leurs vacances. Bon, ça arrive peut-être en France, mais moi, ça me paraît totalement dingue. Je pars en vacances que si j'ai l'argent sur mon compte. Je ne sors pas une carte de crédit où je vais rembourser mes vacances pendant 12 mois. Mais eux, ils le font sans même aucune hésitation, quelque chose qui est tout à fait normal. Donc ils ont beaucoup plus d'argent que nous. Et ils dépensent beaucoup plus facilement que nous. Les Français, on l'a vu avec la crise, avec le Covid, ils ont mis l'argent de côté. On n'a jamais autant d'argent de côté en France. On est le pays qui avons le plus d'argent par tête d'habitant de côté. Les assurances-vie, les SICAV, les livrets A, les livrets B, les livrets C, les livrets LA, les PEL, tout est blindé en France. On n'a jamais eu autant d'argent qui, entre guillemets, ne sert strictement à rien, parce que c'est de l'argent qui dort. Alors les sociétés de gestion sont contentes, parce que ouais, c'est cool, on a l'argent des clients à gérer, mais voilà, ça crée pas directement des emplois. Quand vous avez 400 000 euros que vous confiez à une société de gestion qui va vous travailler pour faire travailler votre argent, que ça rapporte de l'argent, ça a moins de conséquences directes que si vous prenez ces 400 000 euros et que vous allez ouvrir 3 pizzas dans 3 villes différentes, créer 12 emplois et voilà, créer une activité entre guillemets. Bon, donc ces Américains-là qui représentent quand même entre 20 et 22% de la consommation mondiale. Ça fait travailler le monde entier. Les usines chinoises, elles tournent pour les Américains. Et nous aussi, on tourne pour les Américains. On a un emploi sur 4 dans le domaine privé qui est lié directement à la bonne santé d'une entreprise américaine ou à l'achat des consommateurs américains. 1 sur 4. Vous travaillez peut-être pour une boîte et vous ne le savez même pas. Le plus gros client, c'est l'entreprise américaine et compagnie. Donc ça, c'est vraiment super important. C'est pour ça que on est... À chaque fois qu'il y a des élections, tous les hommes politiques ont d'excellentes idées pour sortir le pays du marasme réel, supposé, imaginaire que peut être leur propre pays. Mais ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Si ça va pas bien aux États-Unis, ça marchera pas dans leur pays. C'est pas possible. C'est les premiers de cordée. Et le premier de cordée, c'est les États-Unis d'Amérique. Même si on est anti-américain, il faut bien accepter l'idée. Et quand pour eux ça va bien, ils tirent et ils tirent toute l'économie mondiale, tous les pays derrière. Nous, on n'est pas les premiers de cordée, on est les milieux de cordée, on va dire. Voilà, on est plutôt les milieux de cordée. Donc quand on tire, ça aide un peu des pays beaucoup plus pauvres que nous, des pays africains et tout, mais au niveau mondial, ça n'a pas grand impact. Le consommateur français n'a pas grand impact au niveau mondial. La France pourrait disparaître, poum, comme ça, on ne sait pas pourquoi, un télétransporteur alien, un truc comme ça. Au niveau de l'économie mondiale, le système continuerait à fonctionner. Bon, un petit peu moins pour les produits de luxe, mais on aura tout de suite des entreprises américaines qui prendront le relais. Mais voilà, demain les États-Unis d'Amérique sont en panne, c'est tout le monde qui est touché, et c'est 2 millions de chômeurs en plus en France. Donc c'est pour ça que c'est important. Les résultats des trimestriels américains, des entreprises américaines, il faut les surveiller comme c'est pas possible, parce que ça touche les Belges, ça touche les Françaises, ça touche toutes les bourses italiennes, espagnoles, etc., etc. C'est indispensable, c'est même... Une décision que prend Joe Biden a plus de conséquences sur les entreprises françaises qu'une décision que peut prendre le président français. C'est comme ça. Joe Biden a pris une décision, Air France décolle. Voilà. Si le gouvernement français dit on ouvre l'espace aérien français, ça ne fera pas augmenter aucune entreprise aérienne mondiale. Et même si le gouvernement français dit on ferme notre espace aérien, ça va pas mettre à part Air France peut-être, mais ça va pas mettre en faillite ou faire chuter les cours des grosses entreprises de transport aérien américains par exemple. Voilà,
c'est pas catastrophique. Donc c'est ça aussi la bourse, c'est voilà, être humble. Et je vous parlais à mon avis des deux niveaux importants pour notamment quand on fait du swing trading ou même du day trading, c'est bien comprendre ces deux facteurs importants. La psychologie globale des marchés. Voilà, on est en phase euphorique, bah il y a tout qui montera de toute façon, il y a tout qui montera. N'importe quelle merde montera. Et puis l'importance des États-Unis d'Amérique. Voilà, vous avez des super résultats sur les bancaires américaines, bah vous avez toutes les bancaires européennes qui sont mises à monter. Toutes. Par effet de mimétisme, en disant bah, si ils ont réussi, on va peut-être nous aussi récupérer quelques miettes. Et même les bancaires espagnols qui sont quand même au plus mal, bah, elles en ont profité, entre guillemets, indirectement, de ces bons résultats de leurs propres concurrents. Donc c'est vraiment vous montrer le poids mais absolu qu'ont les États-Unis d'Amérique sur la sphère financière. On passe rapidement aux autres indices. Pour le DAX, alors lui, aucun problème. À partir du moment où il a breaké, bah, il continue de monter. On arrive aux 15 600. Il y aura peut-être une résistance à attendre sur les 15 800, mais on se rapproche à nouveau des plus hauts historiques. Eurostock, même chose. Au plus haut, quasiment au plus haut historique, bloqué par une résistance de mensuel. Le vendredi, il a quasiment clôturé au plus haut. Le Dow Jones, lui, il a même réussi à casser ses résistances. Il explose de plein nord. Alors attention quand même sur les indices américains. On commence à être vraiment en surchauffe. Donc si on a une petite vague baissière de quelques heures très courte, c'est tout à fait normal. Ça ne cassera pas cette dynamique haussière de rebond, de soulagement que l'on a. Le Nasdaq, on n'ose même pas regarder. Voilà, il finit sur quasiment un point près sur ses plus hauts. Les indicateurs sont en surchauffe totale. Regardez, on avait ici un indicateur, le RSI, en surchauffe très très rare, au-dessus de 85, ça se voit pas souvent, qui commence à baisser en disant c'est plus possible. Le MACD aussi, et on continue de monter. Donc là, c'est qu'on est entre guillemets dans l'excès, et il y aura un rééquilibrage. On aura certainement une petite vague de baisse qui ira peut-être sur la résistance 1 de la semaine pour repartir à nouveau, ou sur le point pivot mensuel. Là, ce serait techniquement la chose la plus belle. Ça redescend sur le point pivot mensuel et que ça reparte. En fait, quelque part, ça va nous faire diminuer un petit peu nos indicateurs qui sont un peu trop tendus, et ensuite ils vont profiter pour repartir. Le Russell, alors très intéressant le Russell. Ça, je vais prendre un peu de temps pour vous expliquer. Alors, juste, le S&P 500, même chose, clôture au plus haut. Nasdaq, clôture au plus haut. Dow Jones, clôture au plus haut. Russell, dans les dernières heures de cotation, il baisse très fortement. Pourquoi? Je vous en avais parlé dans le Good Morning Trading. Le passage des 2003 qui a l'air d'être quand même très compliqué au niveau technique. Et on a eu un petit... là, vraiment, on a eu des prises de bénéfices. On n'a pas eu de mauvaises nouvelles. Sinon, on aurait eu le Nasdaq, le Dow Jones, le S&P 500 qui se mettait à baisser. On a eu, et c'est rare, des prises de bénéfices sur le Russell. Voilà, il s'est mis à baisser, ça a été le seul à baisser. Et étant donné qu'il y a 2000 entreprises, que vous avez absolument tout dedans, c'est un fourre-tout, il n'y a pas eu une nouvelle qui a affecté particulièrement le Russell. Ça nous donne quoi comme indication? Pardon. C'était mon alarme pour me dire que je dois conclure. Je finis sur le Russell, je vous fais la conclusion. Ça dure 55 minutes et puis on se retrouve à 11h. Je vais lancer le deuxième live pour le SMIC, pour la partie économique. Donc le Russell, ça nous montre une chose, c'est que cette euphorie que l'on a eu depuis 48 heures, 72 heures sur les marchés, elle n'est pas très solide. Elle n'est pas très solide parce que là, on a eu des prises de bénéfices. C'est-à-dire que vous avez pas mal de traders qui se sont dit sur Russell, les entreprises les plus faibles, donc les plus sensibles au Covid, les plus sensibles à des problèmes économiques, les plus sensibles aussi à l'augmentation des taux, à
tous les problèmes qu'on a mis pendant 72 heures un petit peu de côté. Chérie, j'ai défoncé la bagnole. Ouais, c'est pas grave, chérie, je t'aime. Voilà, hein, le gars il regarde le match de foot en fait, hein, c'est quand il fait ça, c'est une finale. Mais là, on voit que les investisseurs, ils se sont dit sur des valeurs comme Apple, sur des valeurs comme Microsoft et tout, on peut garder. Sur les bancaires aussi, elles n'ont pas du tout baissé les bancaires. Par contre, sur les petites sociétés, ils se sont mis à encaisser leurs bénéfices de manière, je pense, extrêmement prudente. Donc ça nous donne cette indication, c'est que pour les poids lourds, tout va bien, c'est eux qui dominent le marché, qui ont les meilleurs rendements, etc. Mais pour les petites entreprises, ils ont préféré encaisser. Donc, c'est que notre rebond, qu'on pourrait qualifier pour l'instant de technique, n'est peut-être pas si fort que cela sur les indices américains, et donc, in fine, sur les indices européens. Ça, c'est très important. Si on avait fini au plus haut à 2003 sur le Russell 2000, je vous aurais dit, bon, voilà, c'est terminé, on achète les yeux fermés. Ça, c'est un avertissement. Attention, on peut chuter, et ils ont chuté beaucoup, puisqu'on était quasiment sur 2003, on a fini à 2264, ils ont perdu 1% et demi sur le Russell, donc on sait peut-être ce qui va se reproduire avec un décalage sur les autres indices américains. Donc c'était un appel à la prudence. Je vous fais le Bitcoin quand même, parce qu'on en a parlé. Bon, le Bitcoin, on arrive quasiment sur les plus hauts historiques. Intéressant, le Bitcoin aussi, je crois que j'en ai parlé il y a 15 jours, de mettre les points pivots mensuels. Ça a une bonne incidence. On voit qu'à partir d'ici, on a rebondi. Un MACD est assez intéressant sur le Bitcoin. On le voit ici, ça nous donnait vraiment un très beau signal, ça nous donnait un signal de sortie ici qui est très propre, ça nous redonnait un signal d'achat ici qui est propre, et ici un signal de vente qui est pour le moment extrêmement propre. Alors c'est ça le paradoxe, c'est que le MACD c'est un indice, j'allais dire retardé, je trouve qu'il est retardé sur les indices et sur les actions, globalement sur toutes les actions. Par contre, sur le Bitcoin, non. Sur le Bitcoin, non. Je vous encourage à mettre un MACD et à regarder ce que ça donne sur le Bitcoin. C'est assez surprenant. Voilà. Bon, je vous en dis pas plus parce que le temps est limité. Et sur l'Ethereum, alors lui, sur l'Ethereum, on dirait le CAC 40 en fait. Il s'est mis à partir en ligne droite, et par contre, vous voyez que sur l'Ethereum, ça n'a pas le MACD ne nous donne pas d'informations de très grande qualité. Chaque indice, chaque action, chaque indice, chaque crypto-monnaie a ses caractéristiques propres, et ce qui va marcher pour une technique, on va dire vraiment de la pure technique, avec un MACD sur l'action bidule, marchera pas sur l'action Z, et marchera sur le Bitcoin, ça ne marchera pas sur l'Ethereum, ou etc. C'est pour ça que je vous encourage, mais très fortement, à personnaliser, quoi qu'il arrive, vos indicateurs pour chaque actif que vous tradez. Par exemple, je trade une action bien particulière, j'utilise ni le MACD ni le RSI avec cette action-là, j'utilise les boîtes de Darvas. C'est une tuerie avec dessus. Voilà. Et les boîtes de Darvas, ça fonctionne pas du tout sur tel ou tel indice, mais voilà. Donc essayez de personnaliser au maximum et arrêtez de chercher l'indicateur technique universel qui marchera pour tout. La pierre philosophale n'a jamais marché. Voilà, ça, des générations de chercheurs ont gâché leur vie à essayer de trouver la pierre philosophale. Ne gâchez pas la vôtre à essayer de trouver l'indicateur miracle qui marchera pour tous les indices, pour toutes les actions, pour toutes les bitcoins, quelle que soit leur volatilité, quel que soit le type de marché aussi baissier. Voilà, vous perdez royalement votre temps et votre argent, j'en suis persuadé. L'euro USD. Alors, pour l'euro USD, on a un rééquilibrage, heureusement qu'il a rebondi et qu'il a pu préserver les 1,15. Bon, la situation est pas géniale, et le rebond, on le voit, ça reste quand même un petit rebond de schtroumpf.
Moi, ce qui m'intéresserait vraiment sur l'euro USD, je ne sais pas du tout si on va y aller, mais si on casse les 1,15. Si on casse les 1,15, on risque d'avoir vraiment une réaction violente pour aller rechercher les 1,15. Donc c'est ça, toute cassure des 1,15, je ne mets pas à vendre sur la cassure. J'espère qu'elle va être profonde, que ça va bien descendre. Et qu'ensuite, quand je vois une bougie qui repart, je rentre pour aller chercher la réintégration des 1,15 jusqu'à ici le point bas. 152, 153. Voilà, ça me paraît vraiment le bon combo à attendre. Ne pas se précipiter à l'achat sur l'euro USD parce que là, ouais, ils ont rebondi, mais bon, c'est un petit rebond. Il n'y a pas une force énorme, c'est vraiment très très léger. Il vaut mieux attendre. Là, c'est comme le WTI, hein, le pétrole, je fais 2 trades, 3 trades maximum par an. Mais quand je rentre, c'est vraiment voilà, c'est comme acheter, je sais pas, l'euro USD à 1,12. Bon, l'euro USD à 1,12, il n'y a pas grand risque. Hein. Dans le pire des cas, on descend à 1,10, on rebondit, on revient à 1,12, on est flat et il y a de fortes chances qu'il nous fasse 1,12, 1,15 assez rapidement. Donc voilà, pour moi, l'euro USD, c'est pas le moment de se mettre dessus. Bon, je suis déçu qu'il n'a pas été touché les 1,15. Parce que sur le premier passage, ça aurait pu être intéressant d'avoir de rentrer dessus. Il s'est contenté de 1,15-25. Voilà, bon, tant pis. Mais si on redescend, là, le 1,15 pour du day trading peut-être, du scalping rapide. Mais si on casse les 1,15, alors là, ça va être l'alerte pour essayer de rentrer en swing sur le niveau le plus bas, le plus bas possible, en ayant en tête qu'ils vont réintégrer les 1,15 rapidement. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Il va être 11h, je vais donc conclure et arrêter. J'essaie juste de trouver tous mes logiciels de trucs en direct là. Ça doit être celui-là. Voilà, boum, voilà. On se retrouve dans 5 minutes pour parler du SMIC. Je vais lancer l'invitation en direct, donc restez connectés. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si cela vous a plu, d'en parler. Donc voilà, je vous mets aussi les webinaires du jour. Alors j'ai mis 12 heures, mais je me rends compte que de 12 heures à 13 heures, j'ai plutôt envie d'aller manger. Donc ce sera maintenant à 11 heures et puis demain à 10 heures. J'ai pas mis à jour, c'est pas les valeurs de la chevalerie au Moyen-Âge, ça c'était ce qu'on avait vu, ce sera la violence au Moyen-Âge. A tout de suite dans 5 minutes, le temps de lancer l'autre webinaire et de boire un petit coup. Ça fait 1 heure que je parle non-stop. Portez-vous bien, merci de votre fidélité. Ciao.